2071. Un air de jazz se dessine dans la solitude de la galaxie. Le pied à peine posé dans ce bar qu'un épais nuage de fumée vient recouvrir votre vision. À travers celui-ci, on croise parfois les regards des âmes esseulées, venues noyer leur chagrin dans de petits plaisirs autodestructeurs. La parole ici est vaine, un simple coup d'œil et on devine les origines des cicatrices de chacun. Les chasseurs de primes portent leur histoire sur leur visage, personne n'a beau se connaître, le jazz les rassemble tous par son caractère imprévisible, sans but bien défini, errant au gré de l'inspiration du moment. À l'origine, la série a été commandée par la section jouets de l'entreprise japonaise Bandai. Son objectif était de vendre des produits dérivés et plus particulièrement des vaisseaux spatiaux. La seule contrainte était donc de réaliser des combats dans l'espace. Face aux idées un peu folles proposées, Shinichiro Watanabe ayant pris de grandes libertés scénaristiques, Bandai abandonne son plan et transfère le projet à sa société sœur Bandai Visual. Grâce à cette passation, la série a pu continuer, laissant toute liberté au réalisateur. Cowboy Bebop est la première série dirigée par Watanabe. Il n'avait que très peu d'idées sur sa ligne directrice, ce n'est d'ailleurs qu'après les 4 premiers épisodes qu'une narration sur le long terme a réellement commencé à prendre forme. A noter d'ailleurs que la musique a joué un rôle à part entière, inspirant davantage l'histoire que l'inverse. Imaginé pour le studio Sunrise par Shinichiro Watanabe et Keiko Nobumoto, Cowboy Bebop va, avant de nous exploser la rétine, devoir subir les foudres d'une censure évitant tout ce qui touche de près ou de loin au sexe et à la violence. Elle est ainsi diffusée une première fois sur TV Tokyo de façon totalement incomplète, seuls les 12 premiers épisodes sont montrés à la télévision. Le show va vraiment toucher le cœur de son audience au moment où il atterrira sur la grille des programmes de la chaîne câblée WoWo d'octobre 98 à avril 99. L'un des atouts majeurs de Cowboy Bebop est le mélange des genres. Les références sont multiples avec un accent sur les codes du genre western et du film noir. Cowboy Bebop est une œuvre hybride à l'ambiance unique et la musique y est pour beaucoup. Éclectique dans sa globalité, la bande originale composée par Yoko Kanno côtoie principalement le blues et le jazz et donne à l'ensemble des épisodes un caractère définitivement nostalgique. La magie opère instantanément et avant même de comprendre les enjeux de notre histoire, Watanabe nous offre sa première leçon dans le squelette même de son œuvre, diriger notre regard vers le futur pour mieux comprendre notre passé. Si ces éléments sonnent familiers, c'est probablement que dans la droite lignée du Blade Runner de Ridley Scott, Cowboy Bebop a laissé une marque indélébile sur la pop culture. Quand il est sorti au Japon au début des années 80, Blade Runner a fortement influencé le cinéma et les médias japonais. Après sa sortie, tous les films de science-fiction et les animés futuristes produits ont employé des effets spéciaux similaires et ont commencé à fortement lui ressembler. En tant que fan de cette dystopie incontournable devenue un classique de la science-fiction, Watanabe était ravi de diriger Blackout 2022, une préquelle à Blade Runner 2049, sa suite officielle. Watanabe est un grand fan de cinéma et cela se ressent dans l'intégralité de son œuvre. On retrouve une belle influence des films noirs lors des flashbacks des différents protagonistes qui sont souvent illustrés par des scènes réalisées en noir et blanc. La patte des westerns italiens se reflète très fortement dans le concept de cow-boy chasseurs de primes qui parcourent la galaxie aux commandes de leur navette spatiale. On a d'ailleurs un épisode culte qui s'y consacre entièrement et qui se nomme Cowboy Funk. L'épisode Mushroom Samba, lui, fait référence au courant culturel Blaxploitation, un courant social propre au cinéma américain des années 70 qui avait pour objectif de revaloriser l'image des Afro-Américains. L'épisode 11 est un clin d'œil à la saga Alien avec la présence d'un corps inconnu dans le vaisseau ou encore l'utilisation du lance-flamme, arme convoyée dans les mains de Sigourney Weaver dans Alien 2. Le 20e épisode se focalise sur un duel entre Spike et le personnage de Tong Po qui se fait appeler Pierrot le Fou, une référence évidente au film de Jean-Luc Godard du même nom sorti en 1965, mais ce n'est pas l'unique référence dans cet épisode. Ce Pierrot le Fou semble être une fusion entre le personnage du Pingouin et du Joker, deux ennemis de Batman. Spike Spiegel, figure emblématique de la série, est un personnage paresseux, nonchalant et indifférent. Il puise ses caractéristiques physiques et comportementales de plusieurs figures plus ou moins connues. Le héros Lupin the Third fait partie des influences majeures de la série. Lupin est un gentleman super voleur doté d'une grande intelligence et toujours prêt à relever un défi absurde. Bien que Spike Spiegel, le protagoniste de Cowboy Bebop, soit légèrement différent,
Sa silhouette élancée, son langage corporel et sa capacité à s'attirer toutes sortes d'ennuis sont définitivement en accord avec Lupin, sans parler de son costume et de sa coupe de cheveux très années 70. Spike pique également quelques caractéristiques physiques à l'acteur japonais Yusaku Matsuda. On le retrouvait notamment dans la série télévisée Detective Story, dans laquelle il arborait un costume charmant et une coupe de cheveux hirsute totalement conforme aux attributs de notre Space Cowboy préféré. Bien que Spike utilise une arme à feu assez fréquemment tout au long de la série, il est impossible de passer à côté de ses techniques de combat d'arts martiaux. Son style est un hommage au Jeet Kune Do de Bruce Lee, une pratique qui vise à s'adapter à la situation et à l'ennemi en face de vous pour être le plus efficace possible. Naruto avait d'ailleurs fait un clin d'œil à une scène de combat du film Cowboy Bebop de 2001 lors du combat opposant Naruto à Neji, qui reprend parfaitement la chorégraphie du combat entre Spike et Vincent. Cowboy Bebop n'hésite pas à faire pleuvoir les références à chaque tournant, et son implication musicale ne s'arrête pas à sa bande-son prestigieuse. On peut commencer par noter que chaque épisode porte le nom de session, un terme qui peut se traduire par un rassemblement informel de musiciens et de chanteurs dans le simple but de jouer tous ensemble. De plus, chaque titre de session fait souvent référence à un type de musique ou encore à un titre de chanson spécifique. On retrouve par exemple des épisodes du nom de Jupiter Jazz ou Heavy Metal Queen, d'autres sont encore plus explicites comme Honky Tonk Women, Bohemian Rhapsody ou encore My Funny Valentine, titre culte qui a inspiré le personnage de Faye Valentine. Il y a également l'attrait que Jet a envers la musique jazz, et il ne manque pas de le faire savoir à tout le monde en nommant son navire le bebop. Le bebop étant un genre de jazz qui va naître au début des années 40 du désir des Noirs de sauver le jazz de la récupération commerciale par les Blancs à la fin de l'ère du swing. Le magnifique générique de fin, lui, porte le même nom que l'album de 1965 de Howlin' Wolf, un chanteur de blues de Chicago, originaire du Mississippi. Et enfin, qui pourrait oublier cette toute dernière carte-titre de l'épisode final de la série, celle où on y lit « Tu vas porter ce fardeau ». C'est peut-être la référence la plus facilement reconnue de toutes, venant des Beatles eux-mêmes et de leur album de 1969, Abbey Road. Ainsi, il est clair que l'équipe travaillant sur la réalisation de Cowboy Bebop a vraiment tout aimé sur la musique, son histoire et son influence. Grâce à ce dévouement de leur part, le public peut alors découvrir quelque chose de nouveau à chaque visionnage de la série. Derrière la BO de Cowboy Bebop, on trouve Yoko Kanno, une compositrice et musicienne qui s'était fait connaître en 1994 pour l'écriture de la musique de l'anime Macross Plus. Watanabe a commencé la réalisation de la série avec les premiers morceaux que Kanno avait faits et a continué à utiliser sa musique pour le reste de la série. Parfois, Watanabe puisait ses idées directement dans les chansons de Yoko, et d'autres fois, elle s'inspirait des nouvelles scènes créées pour composer de nouvelles chansons. Cette complémentarité entre les deux artistes a donc permis de développer la musique et les images de Cowboy Bebop simultanément. Et cela se ressent totalement, l'harmonie est parfaite lorsqu'on se plonge dans la série. La musique de Cowboy Bebop est créditée Yoko Kanno and the Seatbelts, du nom de l'ensemble de musiciens que Kanno a engagés pour interpréter la musique de la série. Composé de musiciens originaires du Japon, de New York et de Paris, le groupe a joué de tout. Ballade acoustique, blues, bossa nova, country, musique électronique, funk, hard rock, hip-hop, jazz, samba, etc. Bien que The Seatbelts soit un big band, le groupe a accueilli des chanteurs occasionnels comme Mae Yamane, Soichiro Otsuka ou encore Steve Conte, guitariste des New York Dolls de 2004 à 2010. En tant que protagoniste des Seatbelts, Kanno a créé un univers sonore gigantesque et varié pour illustrer l'univers de Cowboy Bebop. Il n'y a quasiment pas une scène qui n'ait pas sa propre chanson, ce qui lui confère une ambiance et un rythme qui absorbent complètement le téléspectateur. La musique donne un semblant de réalité immersive et accentue les thèmes d'existentialisme et de solitude qui sont la marque de fabrique de la série. La BO de Cowboy Bebop est brillamment variée et efficace, et la relation entre la musique et les images est d'une pertinence rare. Yoko Kanno, doté d'une vision hétéroclite et ambitieuse, nous offre des compositions innovantes, variées et intemporelles qu'on écoute avec admiration plus de 20 ans après. Kanno and the Seatbelts a donné à la série ce petit plus dont elle avait besoin, ce dernier ingrédient indispensable pour en faire l'un des plus grands animés de l'histoire. Cowboy Bebop, sous ses airs pop que le générique vient rappeler à chaque épisode, porte pourtant toute la quintessence de la tragédie telle qu'elle découle dans l'art depuis des siècles. La série ancre sa réflexion autour du poids du passé, celui-ci conditionne notre vision du futur, notre développement individuel et souligne un fatalisme propre au code de la tragédie. Malgré la pluralité de situations auxquelles on fait face au cours des épisodes,
Le fil rouge de l'histoire s'arque toujours autour du poids du passé, afin de souligner la place qu'il occupe dans la vie de nos protagonistes. L'effigie la plus probante est évidemment Spike. Notre héros paraît toujours détaché de la réalité dans laquelle il se trouve, tel un fantôme perdu dans une dimension qui n'est pas la sienne. Ce décalage, on le ressent à chaque instant. Ses souvenirs lointains s'insufflent dans chaque silence, chaque douleur, chaque sourire. Sur un total de 26 sessions, 14 s'attardent sur d'autres personnages qui ont eux aussi le regard tourné vers leur passé. Très subtilement, chaque épisode construit alors peu à peu un miroir dans lequel le spectateur y croisera ses propres démons. Une formule pour mettre un terme à toutes les autres, la quintessence d'une transmission du créateur à sa communauté. En 26 épisodes seulement, au creux des péripéties, des mythes, de la folie, des illusions, des rêveries et des cauchemars se dessine alors le final de la série. L'épée de Damoclès entame alors sa chute, les troubles du passé et du présent s'entremêlent sans qu'on ne puisse rien y faire et convergent vers un final spectaculaire prenant à bras le corps tous les enjeux dramatiques, thématiques et philosophiques auxquels Cowboy Bebop s'est toujours efforcé de répondre. Une étoile filante traverse la galaxie, mais pas n'importe quelle étoile, une larme. La larme d'un guerrier qui vient juste de venir à bout de son combat.